Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est Maël Lepilouer. Il est secrétaire général des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor. Il est également conseiller national des jeunes socialistes et secrétaire de la section Guingamp-Paimpol. Et il est avec nous en direct ce matin pour commenter l'actualité politique. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Alors, une actualité politique chargée pour le Parti socialiste avec cette élection où cette reconduction à la tête du Parti socialiste d'Olivier Faure, reconduction à une courte tête face à Nicolas Maillard-Rossignol. Est-ce à dire que le Parti socialiste est encore assez divisé sur qui doit le diriger, comment il doit le diriger ? Divisé, je ne dirais pas ça comme ça. Je tiens juste à rappeler que les militants ont démocratiquement choisi de reconduire Olivier Faure pour un nouveau mandat. Il exerce le mandat de premier secrétaire national depuis 2018. À l'époque où personne ne voulait relever le drapeau socialiste, il était le seul à se présenter. Aujourd'hui, il avait un candidat qui a des qualités en tant que maire de Rouen, qui proposait une ligne qui, selon moi, était plus tournée vers l'alliance avec le centre-gauche, voire le centre-droit, potentiellement. Olivier Faure incarnait une ligne qui était plus tournée vers l'union des gauches de Ruffin à Raphaël Glucksmann. Force est de constater que c'est cette ligne qui a gagné. Alors, division, je ne dirais pas. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi je suis secrétaire de section. Le vote s'est déroulé parfaitement. Olivier Faure est arrivé en tête dans ma section. Et à titre personnel, comme je soutenais Olivier Faure, je m'en félicite. C'est aussi la reconnaissance d'un travail au niveau local. Mais désormais, le Parti socialiste doit marcher d'un même pas pour préparer les prochaines échéances électorales, à savoir les élections municipales, communautaires et n'oublions pas sénatoriales qui auront lieu en 2026. Et plus largement, nous repartons pour un cycle de 4 années électorales qui nous conduira jusqu'en 2029 et aux prochaines élections européennes. Donc il est urgent de pouvoir se remettre en route, se remettre au travail et puis retourner sur le terrain, parce que le congrès, malheureusement, c'est une période où l'activité politique du Parti socialiste au niveau local stagne un petit peu. Mais voilà, maintenant, dès à présent, dès demain, mardi, nous retournerons sur les marchés pour nous remettre au travail. On va dire un mot tout à l'heure des élections municipales parce que c'est important de les avoir un petit peu en ligne de mire avec un parti socialiste qui peut peut-être faire la différence. En soi, si demain il y avait une division à gauche, on en parle beaucoup de cette division à gauche, vous allez pouvoir me dire ce qu'il en est un petit peu sur le terrain. Est-ce que ça ne profiterait pas finalement aux anciens partis classiques? Alors on pense à LR à droite, on pense au Parti socialiste à gauche, qui ont été quand même un petit peu occultés par la montée de LFI d'un côté et du Rassemblement national de l'autre. Mais je vais vous prendre un exemple très criant. La Macronie est arrivée au pouvoir en 2017. 2019, ils font un score honorable aux élections européennes. 2020, la grande surprise au niveau municipal, visiblement, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Et puis arrive 2021, les élections départementales et régionales. Et quand on prend à l'échelle de la Bretagne, si on regarde les sondages de l'époque, les deux partis qui étaient donnés en tête au coude à coude, c'était le RN et la République en marche à l'époque, qui est devenue Renaissance, enfin qui a changé de nom, histoire de mettre un peu la poussière sous le tapis, mais le tapis reste toujours le même et la poussière également. Force est de constater que le RN a fini dernier, la Macronie a fini avant-dernier, et la liste de Loïc Chenet-Gérard, qui était une liste de rassemblement des amis de la gauche bretonne, a triomphé. Et aujourd'hui, elle est majoritaire au Conseil régional de Bretagne. Donc, pour moi, l'analyse que je fais, ce qui va se passer aux élections prochaines, c'est qu'effectivement, il y aura une recomposition locale des partis, avec des unions, des alliances à gauche, qui se feront ou ne se feront pas, c'est à voir, chaque maire sera libre de décider ou non quelle sera la largesse de son union, mais effectivement je pense que ça va profiter aux grands partis nationaux tels qu'ils existaient avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, et de fait on va effectivement assister à une renaissance, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, je vous vois venir, une renaissance... Je n'ai rien dit. Non mais vous l'avez fortement pensé, je pense. On va assister à une renaissance à gauche du Parti socialiste
qui va avoir une ligne directrice qui a toujours été claire, qui a toujours été celle du compromis, du dialogue face au bruit et à la fureur des extrémistes. Et à droite, potentiellement, une recomposition aussi de LR. J'ai vu qu'ils tentaient de se dépatouiller comme ils pouvaient de la Macronie, même si, bon, Bruno Retailleau, bien que président de LR, reste quand même ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Là où le Parti Socialiste s'est exprimé plusieurs fois contre la politique d'Emmanuel Macron. Avec justement cette recomposition, c'est aussi le rapport à LFI. Le Parti Socialiste, on sait, a fait des alliances avec LFI. Ça n'a pas toujours été facile, on l'aura compris. Est-ce que là aussi, autant Bruno Retailleau se détache, par exemple, de la Macronie, autant le Parti Socialiste peut se détacher de LFI? Mais le Parti Socialiste a toujours été détaché de LFI. Alors, la question qui s'est posée pendant le Congrès et sur laquelle Nicolas Mayer-Rossignol a fondé l'entièreté de sa ligne, c'était anti-LFI, anti-LFI, anti-LFI. Mais c'est pas en criant anti-LFI à tout va dans un bois qu'on va faire forcément revenir les chasseurs. C'est véridique. La première alliance qu'il y a eu avec LFI, ce n'est pas 2022, c'est 2021. Les régionales dans le Nord, Patrick Kanner, sénateur, chef de file des députés socialistes au Sénat et accessoirement mandataire de la ligne de Nicolas Mayer-Rossignol, avait fait alliance avec LFI dès 2021. Donc l'alliance avec LFI s'est poursuivie en 2022 dans des conditions qui méritent d'être expliquées très clairement aussi, avec une volonté des partis écologiques et communistes de traiter d'abord avec la France insoumise parce qu'elle représentait un poids politique et une ligne claire à gauche, une ligne de volonté de rupture, là où les autres partis traditionnels, du fait aussi un peu de leurs candidats, faut pas se mentir, le Parti Socialiste, il y a une médiation aussi à faire là-dessus, et des conclusions à tirer. Mais, évidemment, en 2022, l'alliance avec LFI était presque obligatoire à partir du moment où la totalité des partis de gauche était déjà partie avec. Donc, automatiquement, le Parti Socialiste allait se retrouver en porte-à-faux entre une union à gauche autour de LFI, sur la gauche par conséquent, et le bloc de la majorité présidentielle à droite. De fait, qu'est-ce qu'il fallait faire triompher? Est-ce qu'il fallait faire triompher un programme de rupture, un programme où des idées de gauche s'imposent face à cette hyper-centre, voire cet extrême-centre qui est actuellement au gouvernement? Ou est-ce qu'il fallait essayer de mettre en place une politique dont on n'avait pas envie? C'était la question fondamentale en 2022. En 2024, la question ne s'est pas posée parce qu'en face, il y avait le danger du Rassemblement national. Et face au danger du Rassemblement national, il faut une union claire, une union de toute la gauche, car le danger, c'est quand même une mise en péril de la République, une mise en péril de nos valeurs, une mise en péril de notre modèle social et notre modèle de vie. Il suffit de voir ce qui se passe, par exemple, en Hongrie avec M. Orban, en Italie avec Mme Meloni, ou, plus encore, en Israël avec M. Netanyahou. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, Olivier Faure s'est exprimé tout au long de ce congrès en disant non, il n'y aura plus d'alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour les élections. Et il a également indiqué, il y a quelques jours, qu'il n'y aura pas d'alliance nationale avec LFI pour les élections municipales. De fait, chaque maire, chaque section, chaque fédération sera libre de juger de la teneur et l'intensité de ces alliances. Mais je tiens quand même à dire qu'à Niort, il y a une volonté d'alliance avec LFI qui a été indiquée par les socialistes. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Avec, lors des précédentes élections, là on pense aux législatives entre autres, anticipées, on a quand même eu ici des alliances très différentes finalement au niveau de la gauche costarmoricaine. Là encore, et les filles est resté un petit peu à la marge. Les alliances qui ont été provoquées au mois de juin dernier relèvent des accords nationaux. Bon, j'ai eu plusieurs fois l'occasion à votre micro d'exprimer mon ressenti vis-à-vis de ces alliances qui manifestement témoignaient plus d'une envie de battre le Rassemblement national
plutôt que de battre des candidats de la majorité présidentielle et de fait d'avoir plus de députés. Moi, je considère qu'on aurait pu, en tout cas en Bretagne, qui est quand même un terrain de jeu intéressant pour la gauche, pour cette vague modérée, cette vague qui vient de la social-démocratie, enfin le mélange entre la social-démocratie et la démocratie chrétienne. Il y avait un terrain de jeu intéressant pour les socialistes, pour Génération, pour les écologistes. Dans les Côtes-d'Armor, malheureusement, 3 circonscriptions sur 5 ont été données à LFI par des intérêts nationaux, dont une où la reconduction de la députée était obligatoire. Je l'ai soutenu parce que c'était mon devoir avant tout vous savez, moi avant d'être socialiste, je suis avant tout républicain. Je suis républicain, je suis laïque, puis je suis socialiste. Il y a des valeurs, pour moi, il y a une échelle de valeurs, une hiérarchie de valeurs avec laquelle, pour moi, on ne transige pas. De fait, je le dis ouvertement, parce que ça m'a été reproché au long de ce congrès, j'ai soutenu LFI à ce niveau-là. Mais dans les 2 circonscriptions qui ont été données à LFI, évidemment, il y aurait eu un travail de réflexion à faire, d'autant plus qu'en 2022, ces 2 circonscriptions avaient déjà été perdues par LFI. Peut-être qu'avec un candidat socialiste dans une et un candidat, pourquoi pas écologique, ou Génération, ou socialiste même dans l'autre, on aurait pu à la fois contenir le RN, mais surtout avoir 2 députés de gauche supplémentaires à l'Assemblée nationale, ce qui n'aurait pas été trop pour voter les motions de censure, pour voter le programme social du NFP et surtout pour établir un programme de rupture vis-à-vis de cette alliance quand même extrémiste entre Renaissance, LR et soutenue tacitement par le RN. Avec aujourd'hui une préoccupation des Français, une préoccupation sociale, comment bien vivre, les Français vivent pas bien au long des différents sondages que l'on voit arriver sur nos écrans régulièrement, nous les journalistes, on voit quand même que les Français de plus en plus ont une défiance vis-à-vis de la politique, vis-à-vis parfois même de ceux qui sont représentants de la politique, des élus, et ça se traduit aussi même sur le terrain parfois. Est-ce qu'aujourd'hui il faut passer finalement d'une forme de promesse politique à une forme de réalisation politique, parce qu'on entend beaucoup de gens qui reprochent justement aux différents partis politiques, c'est assez transpartisan, de ne pas s'occuper d'eux, qui se tournent assez naturellement vers le Rassemblement national. Mais oui, il faut avoir un prisme différent de celui qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'il faut partir du réel, partir du terrain pour pouvoir alimenter une base de réflexion et une base de solutions. Moi, vous l'avez rappelé, je suis secrétaire de section. Mon territoire couvre 57 communes. Je vais régulièrement sur les marchés, à la rencontre des gens, je prends contact avec les élus, on discute ensemble, on voit évidemment quelles sont leurs difficultés, mais aussi quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter, parce que les élus locaux, nos maires, nos adjoints, nos conseillers municipaux, nos conseillers départementaux, nos conseillers régionaux, ce sont des élus de terrain avant tout. Ils ont fondé leur légitimité là-dessus. Et les problématiques qu'ils connaissent, qui sont globalement les mêmes à l'échelle nationale, même s'il y a une différenciation territoriale, des solutions, ils en ont. Donc ce sont ces élus-là qu'il faut écouter, ce sont ces élus-là qu'il faut faire progresser, dont la parole doit porter. Et de cette manière, nous pourrons avoir un programme local constructif. Et surtout, cela permettra aussi aux populations de mieux s'identifier. Il y a un problème normal d'identification des populations aux problématiques nationales. C'est ce qui préoccupe finalement les gens au quotidien, qui passent peut-être avant les préoccupations nationales. En fait, les gens partent de leur quotidien, mais oublient que leur quotidien a un impact sur le national. Vous savez, c'est l'effet boule de neige. Enfin, l'effet boule de neige inversé, comme je l'appelle. C'est-à-dire que le quotidien et le national, c'est 2 choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont indissociables. Alors évidemment, quelqu'un qui a une problématique d'accès aux soins, j'entendais vendredi dernier la députée Lèvreau qui s'exprimait là-dessus, elle avait raison de dire qu'il y a un problème de service public, mais ce problème de service public, en Bretagne, il est identique dans un département, par exemple, comme le Gers ou la Lozère. C'est exactement les mêmes problématiques. Quelle solution on a pour avoir accès aux médecins? Quelle solution on a pour accéder à la poste? Quelle solution on peut avoir même pour accéder à un guichet de banque? Mais un guichet de banque, vous vous rendez compte que dans le Massif central, parfois, dans tous ces beaux départements qui constituent notre beau Massif central, des fois il faut faire 20 km pour trouver un guichet de banque. Comment vous voulez faire fonctionner l'économie locale? Ça se traduit aussi en Bretagne, où on voit beaucoup de banques qui ferment leur distributeur automatique de billets, par exemple, et dans les zones rurales, ça pose souvent problème. Eh ben oui, parce que, vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « Quand une école ferme, c'est le village qui meurt ». Moi, j'élargirais cette notion
au service public. Quand un service public ferme dans un village, eh ben, c'est la commune qui commence à dépérir. Pourquoi ? Parce que finalement, votre commune, elle devient une commune dortoir. Il n'y a plus de dynamique qui se crée. La dynamique associative, moi, je peux vous parler de communes qui ne sont pas dans mon territoire, qui sont dans un territoire voisin du mien, mais où la dynamique associative s'est effondrée du fait de la fermeture du bistrot, du fermeture de la poste. Le seul service public de proximité qui reste, c'est la mairie. Et encore, la mairie, les secrétaires de mairie ne peuvent pas tout faire, parce qu'évidemment, elles ont les compétences, elles ont les formations, mais l'État est tellement peu décentralisé, il y a tellement de centralisation au niveau de l'État qu'on leur dit, bah non, ça va être dans la maison France Service qui va être un peu plus loin. Et quand on sait que des présidents de communautés de communes ferment sciemment des tournées de France publiques de France Service parce que soi-disant ça coûte trop cher, mais qu'ils soutiennent en même temps la politique du gouvernement, ça laisse songeur. Évidemment, finalement, on se pose la question de savoir que veulent réellement ces élus. Est-ce que c'est faire de l'économie sur le dos des citoyens ou proposer un projet de territoire ? Et moi, je me félicite que dans le territoire socialiste dont j'ai l'honneur d'être secrétaire, moi, je travaille énormément avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Lemot, qui est président socialiste de l'agglomération, qui a véritablement une vision et un projet de territoire, et je me félicite d'avoir un personnage aussi important, aussi éminent, aussi réfléchi, parce qu'il a de très bonnes analyses, et qui véritablement porte un projet pour les citoyens. Là encore, alors que c'est une des agglomérations les plus pauvres de Bretagne. Là encore, quand il y a une volonté politique, il y a un projet, quand ce projet est porté par des personnalités et aussi des militants de base, parce que c'est important qu'ils soient là sur le terrain, ça fonctionne. Ah oui, mais totalement, mais ça fonctionne totalement. À partir du moment où vous avez une identification, la personne est identifiée, tout de suite les gens viennent plus facilement vous voir. C'est comme le maire. Le maire, dans un village, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait à peu près où il habite, ce qui fait que des fois il peut recevoir des visites tardives pour dire j'ai un problème, enfin voilà. Et il est aussi vulnérable parce que souvent les élus sont sollicités, parfois fortement, parfois brutalement par certains habitants, et on parle de ces violences faites aux élus de plus en plus. Mais c'est ça, c'est aussi pour ça que moi je me bats pour un statut de l'élu local, et les militants socialistes avec lesquels nous travaillons, évidemment, sont tous conscients parce qu'ils ont tous été ou sont élus également. Donc on en a tous énormément conscience de ça, de la vulnérabilité des élus, et ça nécessite un accompagnement, une formation aussi, parce que évidemment devenir maire c'est pas simple. Des fois on se lance en politique et puis finalement on découvre que oui, c'est pas véritablement ce qu'on avait. La réalité, voilà, la confrontation avec la réalité peut être difficile, et donc il faut avoir un accompagnement permanent de ces élus qui sont les premiers fusibles de la République. Et les premiers fusibles, croyez-moi que s'il y a autant de problématiques au sein de notre démocratie, c'est peut-être parce que les fusibles sont tous en train de sauter, un à un. Et quand un tableau électrique de fusibles saute, on est dans le noir. Voilà, vous parlez à un ancien électricien. Justement, plus sérieusement, la démocratie est en danger aujourd'hui. On a entendu des voix, à droite ou à gauche du reste, qui disaient attention, la République peut tanguer. Et totalement, mais la République tangue, et j'espère qu'elle s'appuiera, que dans les prochaines années, nous en resterons à la devise de notre capitale qui est fluctuac nec mergitur, c'est-à-dire qu'elle tangue mais elle ne chavire pas. Donc effectivement, la République a toujours connu dans son histoire des hauts et des bas. Mais je crois fondamentalement que tant que les partis démocratiques, les partis altruistes, les partis qui se battent au quotidien pour leurs électeurs, ce qui n'est pas le cas d'une certaine frange du spectre politique. Regardez au-delà de Bruno Retailleau ce qui se passe. Nous arriverons à reconstruire un projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que certes notre 5e République est une république née du gaullisme. Et là je peux évidemment pas m'empêcher de vous faire une petite référence au vu de nos discussions. Mais cette République, elle a été aménagée par des propositions socialistes, par des propositions de la démocratie chrétienne, bref, par finalement un spectre beaucoup plus large que le clivage gauche-droite.
Et la Ve République s'est aménagée avec ça. Et malheureusement, depuis 2017, nous avons un président qui méprise la Constitution, qui méprise les règles parlementaires. On l'a encore vu dans les jours précédents avec cette fameuse loi Duplon, qui est mais d'une aberration totale, ne serait-ce que dans pour le contenant, le contenu et la manière de procéder. C'est tout bonnement inadmissible. Et je le tiens à le dire parce que des critiques ont été faites aux socialistes la semaine dernière à ce sujet. Je tiens à dire que nous n'avons pas voté la censure en responsabilité. Le pays est presque dans une situation de quasi-chaos, et je ne parle pas évidemment que des émeutes urbaines qui ont frappé le match de la semaine passée, mais nous sommes dans une situation de chaos politique, de chaos économique, de chaos social. Et rajouter du chaos au chaos, nous n'avons absolument pas besoin de cela. L'impact peut être fatal si... Là encore, il y avait une motion de censure, pas de gouvernement ou vraiment un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Et si demain, il venait idée au président de la République de dissoudre, ça pourrait être aussi le chaos? Eh ben, je vous prends au mot parce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le 9 juin. Ça veut dire, ça y est, les 365 jours se sont écoulés. À partir de demain, notre cher président peut de nouveau dissoudre. Le fera-t-il? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne fais pas partie de ses amis politiques et je ne veux en aucun cas en faire partie. J'ai mon réseau d'amis qui me va parfaitement, des gens avec qui on peut discuter et qui sont droits dans leurs valeurs et dans leurs bottes. Je ne sais pas ce qui se passera, si il va dissoudre ou pas. Visiblement, il y a un problème aussi au niveau du gouvernement Bayrou. On a pu voir la quantité de mensonges au sujet ne serait-ce que de l'affaire Betaram. On peut imaginer là aussi que quelque chose bouge. Oui, mais tout à fait. De toute manière, le conclave sur les retraites n'est pas encore terminé. Il y aura une décision à prendre de ce côté-là. On peut tout à fait imaginer qu'il y a un nouveau dépôt de motion de censure et que cette fois-ci le Parti Socialiste, d'ailleurs je crois qu'Olivier Faure l'a dit, pourrait éventuellement la voter, à voir ce que ça donne. Mais effectivement, il faut véritablement que le bloc central prenne conscience que ses alliés ne sont pas à sa droite ni à son extrême droite, mais sont plutôt à sa gauche, et qu'il faut avoir une politique de compromis, une politique de front républicain, une politique, moi je plaidais l'année dernière, dès le lendemain du deuxième tour, pour quelque chose de très simple, le front républicain à la Chambre et le front populaire au gouvernement. C'est tout simplement basique. À l'heure actuelle, aucun parti politique, aucune alliance politique n'a la majorité absolue. Il faut l'entendre. Donc, il faut trouver une solution de compromis, une solution qui permette de faire émerger un projet pour la France, un projet d'intérêt national, un projet qui prenne en compte, évidemment, on en parlait tout à l'heure, les problèmes des services publics, les problèmes économiques, les problèmes de la vie des gens. Il y a une certaine urgence, on le sent aussi. Ah, mais tout à fait. Mais forcément, depuis 7 ans, enfin, en l'espace de 7 ans, rien n'a été fait. Et ben du coup, ce qui fait que finalement, quand vous finissez par découvrir le poteau rose, la situation est beaucoup plus catastrophique que ce qui était prévu à l'origine sur le papier, ce qui était montré. Et du coup, forcément, nous sommes obligés d'agir dans l'urgence. C'est problématique, mais voilà, il faut agir. Les socialistes ont fait des propositions, les communistes ont fait des propositions, les écologistes ont fait des propositions, Génération a fait des propositions, LFI a fait des propositions. Il faut voir aussi quelles sont ces propositions, ne serait-ce qu'en termes de financement. Les financements, on préfère taper sur les collectivités, taper sur les citoyens, taper sur les plus pauvres, plutôt que de taper sur les plus riches. Avec le risque d'un délitement de la cohésion sociale, finalement. Ah mais totalement, il y a une atmosphère de délitement social en France. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une fracture sociale forte, parce que ça ne correspond pas aux valeurs du parti que je représente, tout naturellement. Mais évidemment, il y a une scission sociale qui est en train de se créer entre les citoyens, et c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut avoir une ligne claire, avec des valeurs définies. C'est le cas du Parti Socialiste, maintenant que le Congrès est passé, enfin la partie nationale, parce que nous allons entrer maintenant dans la partie fédérale de ce Congrès. Voilà le Congrès qui démarre vendredi 13, tenez, c'est peut-être sous de bons auspices. Justement, là aussi, il va falloir très vite définir une ligne claire, parce qu'il y aura aussi la présidentielle en 2027, ça va arriver très vite aussi. Ah, mais la ligne présidentielle d'Olivier Faure, elle a été définie dans son programme, le cœur de la gauche, pardon, dès le départ. C'est-à-dire un calendrier
sur lequel on se base des discussions qui vont de François Ruffin à Raphaël Glucksmann pour faire émerger une candidature unique. On sait très bien que Jean-Luc Mélenchon voudra y aller. Mais, moi je me rattache aux propos d'Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon ne gagnera jamais le second tour. C'est pas possible. Il aura un front contre lui qui sera beaucoup plus puissant que celui qui a pu être fait contre Marine Le Pen. Il faut qu'il l'entende. Il faut qu'il aussi parte peut-être en retraite. Il a une jolie retraite, il a accumulé une jolie retraite grâce au Parti Socialiste, qu'il en profite. On sent un peu typique là. Oui, non mais voilà, mais faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, il faut qu'il y ait véritablement aussi toute cette vieille génération, alors qui a combattu, qui a fait des propositions, mais toute cette vieille génération de l'âge d'or des partis politiques, qui sache aussi partir et laisser une nouvelle génération reconstruire petit à petit, par des débats constructifs, un nouvel horizon politique. Voilà, un renouvellement en quelque sorte. C'est ça. Sur le point de vue local, j'avais envie d'y revenir avant de conclure cette interview. Il va y avoir les enjeux des municipales. Alors j'imagine que le Parti Socialiste se prépare, comme toutes les autres formations. Il y a des enjeux locaux. Vous avez envie de participer, vous, à titre personnel, à ces enjeux locaux? Vous avez envie, quelque part, peut-être d'être candidat? Allez, je vous pose la question. Bon, je vous réponds très honnêtement, en toute sincérité. Honnêtement, j'aimerais pouvoir faire partie d'une équipe municipale. Après, avoir évidemment, je n'irai pas m'imposer. Moi, je considère que j'ai des idées, j'ai des propositions à apporter. C'est après aux différents élus de voir. Mais après, moi, ma personne ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout le collectif. J'ai l'honneur, avec Claudie Le Breton, de diriger une commission de travail municipal qui a été créée par notre premier secrétaire fédéral, Antoine Ravard, que je remercie d'ailleurs pour sa confiance. Et nous travaillons énormément avec les élus locaux, avec les militants socialistes, pour créer une boîte à outils qui puisse être utilisée pour les prochaines municipales. Et après, viendront s'agréger les différentes personnes qui souhaitent porter ce projet. Et encore une fois, la responsabilité sera laissée aux différents maires de voir quelle sera la nature de l'alliance. Pour le moment, là, nous avons élu le premier de nos socialistes à Saint-Brieuc pour porter une dynamique derrière Hervé Guillard, mais en dernier, ce sera Hervé Guillard qui aura le dernier mot sur la largesse de son alliance. Voilà, je crois qu'il a choisi de se présenter. Il sera bientôt notre invité dans la matinale. Il nous en dira sans doute un petit peu plus. Il y a aussi les échéances régionales. On en parle un peu moins parce qu'elles arriveront en 2028. C'est encore un petit peu loin. Mais on voit déjà à la région Bretagne Loïc Chenet-Girard qui se prépare, qui commence à nouer des alliances ou à renouer parfois des alliances. Est-ce que là aussi c'est une bonne chose de se préparer un petit peu à l'avance? Ah mais totalement, il faut préparer de toute manière. Les élections, moi je considère que les élections régionales et départementales sont des élections locales. Et pour moi, la légitimité d'un conseiller départemental et d'un conseiller régional se place dans la droite ligne des élections municipales, parce que cela permet de porter un projet de territoire cohérent. Et Loïc Chenet-Girard aura un bilan qui sera, je dis bon, en toute modestie, pour ne pas dire extrêmement bon, parce qu'évidemment, il faudra, voilà, je ne suis pas en mesure, moi, petit militant socialiste, de porter un jugement là-dessus. En termes de citoyens, je considère effectivement qu'il y a eu de très bonnes avancées pour la Bretagne. Il y aura encore des choses à construire. J'espère qu'il sera candidat. J'espère qu'il se représentera. En tout cas, moi, je le soutiendrai en tant que militant, jeune socialiste et potentiel candidat à la présidence de l'Union régionale des jeunes socialistes de Bretagne, je précise. Les élections auront lieu prochainement. Voilà, vous avez l'exclusivité de l'information. J'allais dire, on a le scoop. Mais voilà, donc j'espère pouvoir le soutenir, le soutenir du mieux possible. Mais avant tout, chaque chose en son temps. Les élections municipales de 2020, les élections de 2026 d'abord, mais gardons dans un coin de la tête ces autres élections locales. Et avant tout ça, évidemment, les derniers votes du Congrès, puisqu'il nous reste dans notre fédération à élire ou réélire notre premier secrétaire fédéral et les secrétaires de section. Et je vous annonce également que je suis candidat à ma succession en tant que secrétaire de section de Guingamp-Paimpol. Voilà, eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Maël Lepillouer, secrétaire général des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor, conseiller national des jeunes socialistes et donc secrétaire de la section de Guingamp-Paimpol et donc candidat. On l'aura compris. Merci infiniment d'avoir été avec nous en ce lundi férié. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.